La première loi de Sparte n'était pas gravée dans la pierre, mais dans l'utérus de chaque femme, engendrer la perfection ou offrir un cadavre au gouffre. Bien avant que les courtisanes de Versailles n'apprennent à manier la séduction comme une arme de pouvoir personnel, la femme spartiate était transformée en l'arme elle-même. Son corps n'étant plus qu'une propriété d'État, une manufacture biologique dont l'unique et implacable mission était de forger la matière première de la plus létale machine de guerre de l'Antiquité. Chaque grossesse était un projet d'État, chaque naissance une inspection militaire. Le destin d'un nouveau-né n'était pas scellé par l'amour d'une mère, mais par le verdict glacial d'un conseil d'anciens qui scrutait chaque centimètre de l'enfant à la recherche de la moindre faille, du plus infime signe de faiblesse. Telle était l'architecture biologique d'un empire obsédé par la suprématie, un système où l'échec à produire un guerrier parfait était un acte de trahison. Ce que les documents censurés de l'Antiquité nous révèlent, c'est que cette philosophie de l'utérus d'État a établi un sinistre précédent dans le contrôle du corps féminin qui résonnerait à travers les millénaires. Et ces rituels brutaux sont bien plus terrifiants que ce que l'histoire officielle n'a jamais osé l'admettre. Ce n'est que le début de notre voyage au cœur des secrets les plus sombres de l'histoire. Si ce que vous venez d'entendre a déjà piqué votre curiosité, je vous invite à rejoindre notre cercle exclusif en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos révélations. Laissez un pouce levé pour soutenir notre travail et surtout, dites-moi en commentaire depuis quelle région de France ou quel pays vous découvrez cette histoire. Vos suggestions de figures historiques dont vous aimeriez percer les secrets sont précieuses, car cette communauté est la nôtre. Pour comprendre la radicalité de ce système, il faut se transporter en Laconie, une terre austère et enclavée du Péloponnèse, entre le 8e et le 4e siècle avant notre ère. C'est ici que Sparte, ou Lacédémone, s'est érigée, non comme une cité d'artistes ou de philosophes à l'image de sa rivale Athènes, mais comme une caserne à ciel ouvert. La société tout entière était une machine de guerre, conçue pour maintenir une domination absolue sur une population asservie, les Ilotes, qui les dépassaient en nombre de manière écrasante. Ce besoin constant de contrôle a engendré une idéologie unique, la suprématie de l'État sur l'individu. Dirigé par 2 rois, un puissant conseil d'anciens nommé la Gérousia et une assemblée de citoyens soldats, la structure politique spartiate n'avait qu'un seul but, la production et le maintien de la force militaire la plus redoutable du monde connu. Dans cette forteresse idéologique, chaque loi, chaque coutume et chaque naissance était subordonnée à cet impératif de survie. C'est dans ce climat de peur et de discipline de fer que l'idée de transformer la reproduction en une stratégie d'État a pu germer et s'imposer comme la pierre angulaire de leur civilisation. Dans ce théâtre de fer, les protagonistes ne portent pas de couronne scintillante, ni de nom que l'histoire a retenu pour ses intrigues amoureuses. Les figures centrales de notre récit sont collectives et définies par leur fonction implacable. D'un côté, la femme spartiate, véritable héroïne tragique de ce système. Dépouillée de son individualité, elle était élevée non pour être une épouse ou une mère au sens où nous l'entendons, mais pour devenir une génitrice d'élite. Son corps, sculpté par un entraînement physique obligatoire et exténuant, n'était pas un instrument de séduction, mais un outil au service de la politique eugéniste de l'État. De l'autre côté, les architectes de ce contrôle absolu, les membres de la Gérousia. Ce conseil de 30 anciens, visages anonymes et implacables du pouvoir, agissaient comme l'arbitre suprême du destin biologique de la cité. Ce sont eux qui détenaient le pouvoir de vie ou de mort sur chaque nouveau-né, incarnant l'autorité froide et déshumanisée de l'État. Entre ces 2 forces se trouvait le produit final, le guerrier spartiate, l'objectif ultime pour lequel cet effrayant mécanisme de sélection humaine avait été conçu et perfectionné. Mais comment cet effrayant concept s'appliquait-il au quotidien ? Derrière la façade d'une cité invincible se cachait un système de surveillance intime, un mécanisme implacable qui commençait dès l'enfance. Loin du gynécée athénien, où les jeunes filles étaient cloîtrées, la femme spartiate était soumise à un entraînement physique public et rigoureux, presque identique à celui des garçons. Des courses, des lancers de disques et des combats de lutte, souvent dans une nudité fonctionnelle, n'avaient qu'un seul but, documenté par les historiens de l'époque, fortifier le corps pour qu'il devienne un réceptacle capable d'engendrer une descendance robuste.
Le mariage lui-même n'était pas une affaire de sentiment, mais un devoir civique, orchestré dans l'intérêt de l'État. Des rituels d'initiation brutaux préparaient les jeunes mariés, où l'union était souvent clandestine et violente, conçue pour choquer le corps et l'esprit afin de maximiser la fertilité. Chaque étape de la vie reproductive était un protocole d'État. Des inspections physiques régulières vérifiaient la qualité des génitrices potentielles. L'échec à concevoir était une honte publique, et la pression pour produire un héritier mâle parfait était une torture psychologique permanente. Le corps féminin n'était plus un domaine privé. Il était devenu un champ de bataille idéologique, une ressource stratégique que l'État inspectait, entraînait et exploitait avec une efficacité glaçante. Nous ne sommes qu'à mi-chemin, et la réalité de ce système dépasse déjà l'entendement. Si ces révélations sur le contrôle absolu du corps féminin vous fascinent autant qu'elles me glacent le sang, je vous invite à faire partie de notre communauté d'explorateurs de l'histoire. Votre abonnement et votre pouce levé sont le plus grand soutien à notre mission. Déterrer les vérités que les manuels scolaires ont enterrées. Continuez à partager vos réactions en commentaire. C'est ensemble que nous perçons ces mystères. Le moment crucial, le point culminant de cette architecture biologique, survenait quelques jours seulement après la naissance. Ce n'était pas une cérémonie intime, mais un procès public pour le droit à la vie. Le père n'emmenait pas son nouveau-né recevoir les bénédictions de la famille, mais le présentait, nu et fragile, devant les membres de la Gérousia. Là, dans un lieu désigné, les anciens de la cité, dont les mains avaient tenu des lances et non des nourrissons, procédaient à un examen clinique d'une froideur absolue. Le bébé était scruté, tourné, mesuré, jaugé non pas pour sa beauté ou sa ressemblance, mais pour sa viabilité en tant que future arme. Chaque membre, chaque articulation, chaque cri était interprété comme un signe de force ou de faiblesse. Les sources antiques, notamment Plutarque, décrivent cette scène avec une précision glaçante. Il n'y avait pas de place pour la pitié ou l'amour paternel. La décision était purement pragmatique. Si l'enfant était jugé robuste et bien fait, il était rendu à ses parents pour commencer sa formation. Mais si la moindre difformité, la moindre fragilité était détectée, le verdict était sans appel. L'enfant était condamné. Ce moment décisif, où un conseil d'État s'arrogeait le droit de vie et de mort sur un berceau, représentait le sommet de la déshumanisation programmée de Sparte. Une fois le verdict prononcé, il n'y avait aucun appel. Les conséquences étaient immédiates et brutales. Les nourrissons jugés inaptes n'étaient pas rendus à leur mère pour un dernier adieu. Des agents de l'État les prenaient en charge et les emportaient vers un lieu connu sous le nom d'Apothète, un gouffre sinistre sur les pentes du mont Tayget. Là, sans cérémonie, sans sépulture, ils étaient abandonnés. Ce rituel n'était pas perçu comme un infanticide, mais comme l'acte final et logique d'un processus de contrôle qualité, l'élimination nécessaire d'une ressource non conforme aux standards de l'État. Pour la mère, aucun deuil public n'était autorisé. Son échec à produire un soldat viable était une affaire d'État, une tâche silencieuse qu'elle devait surmonter pour tenter de mieux servir la cité lors d'une prochaine grossesse. Le silence et l'acceptation de cette perte étaient obligatoires, une démonstration de loyauté suprême à la collectivité. Cependant, la répercussion la plus dévastatrice de ce système de sélection impitoyable fut paradoxalement celle qui causa la perte de Sparte. En cherchant à forger une race de surhommes, les Spartiates ont déclenché leur propre anémie démographique. Chaque enfant rejeté creusait le déficit d'une population de citoyens déjà restreinte, un phénomène connu sous le nom d'holantropie. L'arme biologique conçue pour assurer leur éternité est devenue l'outil de leur lent suicide collectif. Le véritable ennemi de Sparte ne fut jamais une armée perse ou athénienne, mais le système même qu'elle avait créé pour assurer sa suprématie. L'héritage le plus durable et le plus soigneusement occulté de cette civilisation n'est pas la bravoure des 300 aux Thermopyles, mais bien la naissance d'une idéologie totalitaire sur le corps féminin. Sparte a été la première société à théoriser et à appliquer à grande échelle un contrôle biopolitique, transformant l'utérus en une ressource nationale, un bien public dont l'État était le seul propriétaire. Cette philosophie de l'utérus étatique a établi un précédent sombre et fascinant qui a traversé les siècles, inspirant la terreur et l'admiration de nombreux penseurs européens bien des siècles plus tard.
C'est l'antithèse absolue de ce que la culture française s'efforcera d'incarner. À l'opposé de cette déshumanisation fonctionnelle, la France développera l'art de la galanterie et du pouvoir personnel, où la femme, de la marquise à la reine, emploie son esprit et sa séduction non pas comme des outils de reproduction d'État, mais comme des instruments d'influence et d'individualité. L'histoire de Sparte devient ainsi bien plus qu'une chronique antique. Elle est un miroir sombre tendu à notre propre histoire, un avertissement culturel sur les conséquences ultimes d'une société qui sacrifie la liberté intime sur l'autel de la pureté idéologique. Ainsi, l'histoire de Sparte nous laisse avec une vérité dérangeante. La première arme biologique de l'histoire fut l'utérus d'une femme, et la première victime de cette guerre fut la femme elle-même. Son corps, transformé en ressource d'État, est un écho lointain mais puissant des luttes pour la liberté et l'autonomie qui résonnent encore aujourd'hui. Ces révélations, ces vérités censurées, sont la raison d'être de notre chaîne. Vous donnez accès à une histoire que personne d'autre n'ose raconter. Si vous croyez comme moi qu'il est essentiel de connaître ces secrets pour comprendre notre présent, alors rejoignez notre communauté de passionnés d'histoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures explorations dans les archives interdites du pouvoir. Laissez un pouce levé si cette histoire a changé votre perception. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle figure historique, quelle reine oubliée ou quelle impératrice calomniée vous aimeriez que nous déterrions de l'ombre. Partagez également depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez. Ensemble, continuons de dévoiler les secrets que nos ancêtres ont emportés dans leur tombe.